Alors bon, par rapport au lancement qui vient d'être fait, hein, le seul problème, c'est que je crois que je suis beaucoup plus chiant qu'un film. Donc, hein, et d'autre part, je ne crois pas du tout à l'exercice frontal qui nous est imposé. J'y crois pas du tout, je l'ai dit. Hein, voilà. Donc, au sens où ceux qui avaient tout à l'heure le bon goût de faire la sieste sont évidemment autorisés de continuer, et les autres à se livrer à leurs activités numériques préférées. Alors moi, je suis donc handicapé par mon statut. Hein. Je suis un universitaire spécialiste de philosophie politique. Alors, mon travail, ça consiste à essayer d'avoir une sorte de pertinence en observant notamment la réalité sociale et technique, la réalité sociale où se déploient les nouvelles, les innovations technologiques. C'est pas facile comme exercice, surtout que mon travail, c'est d'être responsable d'un collectif qui est, je vais en parler dans une minute, une chaire de recherche éthique et intelligence artificielle, et plus récemment aussi un positionnement encore plus amont vis-à-vis du passage à l'échelle des technologies, puisque je m'occupe d'un projet qui s'appelle TIQUA, qui est sur les technologies quantiques. Où on me demande, la chose en est risible, hein, on me demande de faire de l'éthique des technologies quantiques, sachant qu'elles n'existent pas encore. Voilà. Mais bon, j'ai beaucoup travaillé sur la question de l'innovation et notamment sur les effets de bulles financières, les effets d'affolement des communautés et notamment du marché en relation avec ce qu'on appelle l'innovation, la dynamique de l'innovation. Voilà, donc sinon je suis responsable de master dans l'Institut public de management à l'Université de Grenoble, hein, l'IAE, et d'autre part spécialiste plutôt de philosophie politique. Alors, le collectif dont je vous ai parlé à l'instant, c'est cette chaire éthique et intelligence artificielle. Sophie, ici présente, en fait partie. Donc, ce collectif c'est lié à un institut qui s'appelle MIAI, dont vous vous souvenez peut-être qu'il relève de la vague des instituts 3IA, qui est un très gros programme national dans le projet, les programmes d'investissement d'avenir, lié au rapport Villani de 2018, qui veut faire en sorte que la France ait un mot à dire dans le concert international de l'IA, c'est-à-dire des producteurs d'IA. Alors elle est malheureusement, comme vous le savez aussi, à la traîne, assez loin derrière la Chine et les USA. Il y a 4 projets structurants pour l'Hexagone qui ont été labellisés. Grenoble, un projet parisien, Nice, l'université de Nice, et enfin Toulouse, lié évidemment à l'industrie aéronautique en particulier. Donc ça, c'est le visuel officiel du programme MIAI, qui est un de ces grands projets qui regroupe des chaires de recherche afin d'accompagner le développement d'une IA à la française. Et la chaire éthique et IA avec ce logo dont j'en suis très très fier, à la Goldorak. C'est pour ceux qui ont une culture un peu vintage qui dépasse les 10 dernières années, ce qui c'est pas plutôt rare. Voilà, donc du coup... Voilà. Alors le point important pour moi, c'est pas tellement, c'est évidemment très important de publier, hein, ce que je dis tout le temps aux membres de la chaire. Vous savez, donc publish or perish. Voilà, tu dois absolument publier, sinon je te vire. Voilà, donc ça c'est le leader de la chaire qui parle. Mais ce dont je suis très fier, c'est pour un philosophe politique tourné vers l'action, et peut-être vous l'avez vu si vous avez regardé mon profil, moi je suis un spécialiste à la base de Nicolas Machiavel. Je suis un hyper spécialiste de Machiavel que j'ai traduit, j'ai écrit 5 livres et environ 50 articles savants sur Machiavel. Donc, ce qui m'intéresse, c'est la manière dont lui-même se positionnait en regard si vous voulez, de la situation qui était celle de son temps. Et c'est un des seuls penseurs politiques, c'est pas un philosophe, mais c'est un penseur politique qui a regardé les techniques, regardé les technologies comme étant une des médiations absolument fondatrices du rapport de l'humain au monde. Or, il me semble, moi, que, surtout dans la communauté sciences humaines et sociales, il y a un déni très préjudiciable à l'intelligence, un déni, littéralement, un refus de voir les médiations technologiques. Peut-être votre génération et votre type les métiers que vous visez vous adressent évidemment à ce genre et ce cours même vous adresse à ce genre de questionnement. Il n'y a pas de rapport au monde sans médiation technique. Nous sommes venus ici, tous autant que nous sommes, dans nos différences, avec des moyens de mobilité, eux-mêmes qui renvoient à des systèmes sociotechniques, des véritables systèmes.
qui implique la définition même d'une énergie de mobilité, des vecteurs, etc. De même, les nouvelles technologies de l'information et de la communication, qui sont plus si nouvelles que ça, évidemment, interposent entre nous et l'information, et la vérité, et le sens. Elles interposent entre nous-mêmes et le sens de notre vie des médiations techniques. Voilà, donc ça c'est très important. Et ce qui m'a donné l'impression, en tout cas, que depuis quelques années maintenant, cette chaire était dans le vrai, avec la petite dizaine de collaborateurs et les 6 doctorants qui sont avec nous, c'est justement qu'un certain nombre de partenariats sont apparus très vite. En particulier, le soutien de la chaire est un soutien industriel de ST Microelectronics, qui a semblé totalement scandaleux aux collègues informaticiens, roboticiens, en disant « Mais pourquoi ST, la très 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 grosse industrie du sillon grenoblois, choisit le philosophe ?» Parce que le philosophe s'intéresse aux effets de sens, vous voyez, des technologies dans la société. Et éthique et intelligence artificielle n'est pas éthique de l'intelligence artificielle, il s'agit de penser l'ensemble des questions sociétales, si vous voulez, qu'imposent nos nouveaux moyens technologiques. Alors, en tant que philosophe politique, je ne pense pas qu'on puisse œuvrer si les citoyens ne sont pas impliqués. J'ai été sensible dans vos présentations, chers collègues, à l'aspect inclure de la diversité. Alors, en même temps, je souriais parce que, du point de vue politique, l'inclusion de la diversité en termes de choix d'évaluation technologique n'est pas adressée aux citoyens, ni aux citoyennes. C'est bien clair que le politique s'en remet aux experts, qui s'en remet aux experts. Donc, le totalitarisme soft qui arrive est soft, il est très agréable du point de vue des usagers. Ça n'en reste pas moins un totalitarisme pour lequel, rassurez-vous, pour les métiers que vous visez, il y a beaucoup d'emplois. Il n'en demeure pas moins que pour un philosophe politique intéressé à la question des libertés comme je suis, on ne peut qu'être inquiet et les choses seront vraiment complètes que lorsqu'il y aura, avec des acteurs qui veulent bien m'accompagner, ce que j'appelle des états généraux de l'éthique de l'intelligence artificielle. Alors, tout ça est rendu possible par le fait qu'il y a une multitude de questions qui sont adressées à la chaire que je dirige. Bon, voilà, une multitude, vraiment. Prenons un cas qui va nous servir peut-être de fil rouge. Je pourrais en donner plusieurs, mais j'avais été contacté par une association des ADIRA, une association des directeurs et directrices de systèmes d'information en Rhône-Alpes, qui comprend quand même 400 membres, DSI, c'est un métier extrêmement important dans les organisations d'aujourd'hui, et qui m'avait associé à une question que se posait la direction régionale de Pôle emploi à Lyon, qui était de savoir si, comme le voulait la direction nationale, il était pertinent sur le plan éthique d'insérer des chatbots à presque tous les niveaux de la chaîne de recrutement. Alors, c'était une question techniquement fascinante. Les informaticiens venus de Paris avec le TGV disaient « Oui, on peut faire, ça va être nickel. Conscience professionnelle, grand engagement déontologique, ça va être super bien fait. » Et il y avait dans la salle, pas dans la salle, à la tribune, là comme on est, là, il y avait des gens que, vous savez, du recrutement des cabinets lyonnais de très haut niveau. Alors, les cabinets lyonnais de très haut niveau, ça veut dire quelque chose en recrutement, hein. C'est-à-dire, j'aurais tendance à dire que je regardais comment ils étaient habillés, les chaussures du type qui était là étaient le prix de ma moto, quoi. Donc je me disais, bon, ok, c'est des gens sérieux, quoi. Ils réussissent dans les affaires. Et à un moment donné, on dit aux philosophes, mais enfin, est-ce que c'est juste et bien? Question éthique. J'en sais rien, moi. Donc je me tourne vers les gens de l'art, quoi, comme aurait fait Machiavel, quoi. Dire, mais qu'en pensent les gens de l'art? Qu'en pensent les spécialistes de recrutement? Et alors donc il y a eu un petit silence, là. Je dis, si, allez-y. Et donc le recruteur en chef, je ne sais plus le nom du cabinet, peu importe, a juste fait un geste. Il a fait, vous savez, le recrutement, c'est... Alors, les informaticiens ont dit, quoi? Ça se fait au hasard? Non, il faut du flair. Et informaticien de répondre, le flair, mais comment ça se programme? Et voilà, donc vous voyez, en fait la liste est presque infinie. Il n'y a pas 15 jours qui se passent sans qu'il y ait une commande d'une étude sur une implémentation d'un système d'IA dans une activité socio-professionnelle. Et donc évidemment, cette demande, elle est pertinente parce qu'on voit bien que l'efficacité même des systèmes d'IA et
le défaut actuel, le déficit de moyens d'évaluation sur le plan, si l'on veut, éthique, social, politique, éthique est un terme dont je me méfie beaucoup, eh bien, ce déficit-là engendre clairement déjà une réalité à la fois sociale et technique que George Orwell aurait, que je relis en ce moment, sans aucun doute qualifié de totalitaire. Sans aucun doute, dans les catégories orwelliennes. Nonobstant, malgré le fait que les informaticiens sont des gens déontologiquement très corrects, très dévoués à leur tâche. Donc, au moment où moi je sors de la carrière, il me reste quelques années, le passage qui se fait avec de nouvelles générations, dont tu es par exemple, Sophie, vu ton jeune âge, et à plus forte raison les doctorants, eh bien, est un passage, à ce qui me concerne, j'ai beau faire le clown, mais extrêmement grave. Voilà, donc c'est quelque chose d'assez inquiétant qui arrive, du fait, je le redis, de l'efficience des systèmes techniques extraordinaires, compte tenu de la faiblesse de nos moyens d'appréhension. Et je le dis tout de suite, c'est pour ça que j'ai accepté de venir, alors que je ne crois pas du tout à la conférence frontale en éthique, compte tenu du manque de formation ahurissant. Ahurissant. Je ne vois pas comment on va faire, compte tenu du fait que les acteurs, les futurs opérateurs, les cadres que vous rêvez d'être et que vous serez très légitimement, probablement, ne sont pas du tout formés en éthique. Ça va être une catastrophe. Voilà. Bon, moi, je suis bientôt en retraite. Et j'ai dit que je ne le dirais pas, mais je le dis quand même. Toutes ces considérations faites que parmi les diplômes nombreux que j'ai déjà, je vais en ajouter un pour me détendre, le CAP cuisine. Voilà. Parce que du coup, il faut se réancrer. Je vous invite à vous réancrer, c'est capital. Savoir préparer l'aliment pour échapper à ce totalitarisme doux dans lequel nous ne pouvons pas ne pas être. Les algorithmes sont des filets dans lesquels nous sommes pris, de toute façon. Alors du coup, on va quand même essayer de se poser quelques questions. L'autre jour, j'étais dans l'avant-dernière conférence frontale, comme ça, devant un public nombreux d'élèves ingénieurs. C'était à l'école toulousaine qui s'appelle Purpan. J'avais dit, je viens si vous me donnez un titre et vous me donnez un visuel. Alors, j'ai pas joué ce jeu-là, mais donc le titre, c'était « IA, le défi éthique ». Et le visuel, c'est celui-là. Alors, le défi éthique, ça m'a bien plu. Je me dis, je pourrais en faire le bouquin que je suis en train d'écrire, ça pourrait s'appeler le défi éthique, compte tenu de ce que je vous ai dit. Finalement, mon hôte, elle avait bien compris ce qui fait que je veux bien m'exposer comme ça à parler d'éthique, alors que je suis un philosophe politique, moi. Pour moi, je ne fais pas d'éthique. Mais on est obligé par le système technique, en fait. Et puis, elle a donné cette image. Et là, c'était intéressant parce que, en fait, c'est pas possible, cette image. Le défi éthique de l'IA, c'est pas du tout celui-là. Le défi éthique de l'IA n'est pas du tout le fait que les IA soient anthropomorphes, souvent elles ne le sont pas, ce qui les rend d'autant plus invisibles et très efficaces. Et d'autre part, elles ne sont pas anthropomorphes et ce ne sont pas elles qui se posent des questions éthiques, pour l'instant. Même s'il y a un champ entier des études en sciences cognitives en particulier, avec les informaticiens qui réfléchissent sur la conscience artificielle. Mais ce champ, on évalue en tant qu'expert beaucoup de projets de demande de financement là-dessus en ce moment. Ce champ reste un champ minime et assez lointain encore dans ses résultats. Donc en fait, moi je dirais simplement que la pertinence de l'image vient du fait que, ainsi qu'on le voit dans la manière dont j'ai présenté les choses, vous voyez, on pourrait dire que l'IA tend un miroir à nos sociétés. D'un côté, cette image est totalement fausse, il n'y a pas de raison de présenter le défi éthique de l'IA sous cette forme. D'un autre côté, pourtant, elle est pertinente, intéressante en tout cas. On peut l'interpréter comme, en fait, l'IA nous tend un miroir. Et vous verrez tout à l'heure qu'il y a quelques cas d'usage qui montrent vraiment que ça va mal avec l'IA parce que ça va mal dans la société. Mais en fait, tout le monde le sait. Simplement, on peut moins tricher avec nos propres compromis quand un algorithme nous renvoie une image de ce que nous sommes, il me semble. Je vois que vous opinez sévèrement, donc je continue. Donc du coup, alors bon, évidemment, il faut se souvenir que tout ça vient quand même de cette question. Je ne sais pas si tout le monde sait ça en fait, ou tout le monde devrait le savoir. Pourquoi les informaticiens, finalement, peuvent-ils se prévaloir du titre de créateur des ordinateurs? Ça vient, c'est à cause de ce monsieur, très sympathique, un collègue,
qui est décédé il y a maintenant quand même quelques années, et qui était quand même, vous voyez, quelqu'un de sérieux. Hein. Il était prof agrégé de grammaire et théologien catholique. Donc 2 titres extraordinaires en termes de rigueur intellectuelle, sans nul doute, qui a notamment écrit vous voyez, un très bon livre sur Virgile, le poète latin, que j'ai lu par principe, très bon livre vraiment, sur l'Énéide de Virgile. L'autre, celui de 1989, c'était plus sur sa conviction théologique personnelle, et je ne l'ai pas lu. Mais on voit bien qu'il y a des accomplissements d'une vie éternelle, donc ça veut dire qu'il y a une vie éternelle. Donc on voit bien, M. Perret. Alors, pourquoi Perret est important? Pourquoi il importe de rappeler sa mémoire au moment de se poser ces graves questions? Simplement, il est contemporain d'un système socio-technique que vous voyez. Vous voyez, ça c'était l'ordinateur qui pouvait faire environ 100 fois moins, le plus performant d'époque, hein, qui pouvait faire environ 100 fois moins d'opérations que le vôtre, voire encore moins. Voilà. Comment il s'appelait cet ordinateur? Oui, l'ENIAC. Voilà, donc un ordinateur extraordinaire des années 40-50. Avec des programmatrices, vous voyez, très féminin comme activité à l'époque. Voilà, donc une belle machine, hein. Moi j'aime les machines, belle machine. Alors, vous dites, oui, où est-ce qu'il va m'initier? Il s'égare. Mais pas du tout, il s'égare pas du tout. Figurez-vous qu'en 1955, le directeur d'IBM France a demandé à M. Perret une sommité sorbonnarde, un collègue très haut placé dans la hiérarchie, dans la chaîne alimentaire universitaire. Donc quelqu'un qui, le gars, il est arrivé là quand même. Donc, il dit, monsieur Perret, s'il vous plaît, comment doit-on traduire computer? Qui veut juste dire calculateur, hein. Ça affole personne jusqu'ici. Et Perret de répondre avec, vous voyez, vous vous souvenez quand on écrivait des lettres à la main? Enfin, moi je m'en souviens. Donc voilà, faculté des lettres, c'est à Sorbonne, donc 16 avril 1955. Cher monsieur, que diriez-vous d'ordinateur? C'est un mot correctement formé, agrégé de latin, qui se trouve même dans le Littré, le très grand dictionnaire hein, qui fait référence, comme adjectif, et c'est là que ça se corse, désignant Dieu qui met de l'ordre dans le monde. Commencez à comprendre pourquoi les informaticiens ont le pouvoir. Ils ont le pouvoir parce que Perret a frappé. Quand on demande à quelqu'un de créer des ordinateurs, qu'est-ce qu'il pense de son rôle, le gars? C'est Dieu sur Terre. Alors du coup, on voit bien qu'il est honnête, Perret, parce qu'il avait proposé d'autres mots. Combinateur, synthétiseur, mon préféré, sélecto-systémateur. Donc le truc que vous avez dans la main, ce n'est pas un téléphone, mais un ordinateur. Donc c'est un sélecto-systémateur. S'il donne bien une idée que c'est un sélecto-systémateur, il sélectionne. Donc les données ne sont pas du tout données, elles sont construites. Déjà, c'est déjà vachement intelligent de la part de Perret qui écrivait à l'époque de l'ENIAC. Enfin, le mec, c'est un génie, quoi. Il dit c'est pas du tout la réalité, que ça donne accès pas à la réalité, mais à une construction interprétative de la réalité. Donc c'est hyper dangereux. Et donc il disait voilà, congesteur, digesteur. Et lui, il avait un petit faible quand même, grâce soit rendue à Perret, à feu ce collègue, ordinatrice électronique. Alors, Monsieur Walter a dit non, c'est trop féminin, on va l'appeler ordinateur, parce que Dieu, c'est quand même un homme, hein, dans la tradition judéo-chrétienne et particulièrement catholique. Alors, vous comprenez que, voilà, c'est le problème, c'est ça. Hein. Je suis désolé de vous ramener sur Terre, mais le problème, c'est pas du tout une réalité technique. C'est la réalité ordinale d'une mise en ordre du monde par un calcul souverain. La mise en ordre du monde par un calcul souverain pose-t-elle des problèmes éthiques? Alors les informaticiens vont dire non, puisque nous sommes garants. Nous sommes professionnellement, déontologiquement garants. Nous sommes Dieu. Donc il n'y a pas de problème éthique, puisque tout va bien, tout est sous contrôle. En fait, le système n'est pas si sous contrôle que ça. Il n'est pas si sous contrôle, et je vais essayer de vous le montrer. Et puis d'autant plus qu'il y a un vrai problème, c'est la multiplicité des théologies. Il y a des conflits théologiques. Ouais, il y a plusieurs firmes. Voilà. Donc en réalité, bon, tout ça est bien montré par Marc Elizard dans son livre Informatique céleste, petit chef-d'œuvre d'humour grinçant à la Mark Twain. Ça réveille et on se dit, ouais, si on peut faire de l'ironie à ce point-là, c'est que ça va quand même assez mal. Alors du coup, je poserai juste 2 questions rapidement et j'y répondrai non moins rapidement, excusez-moi, mais c'est pas du tout un séminaire où on approfondit, hein, c'est une sorte de ce que vous voyez, quoi. Donc bon, on ne peut pas aller très loin. Qu'est-ce que l'éthique? Je le rappelle parce que souvent c'est plein de fausses évidences. Hein. L'éthique, c'est un terme que personne ne définit parce que c'est trop difficile, alors qu'il n'y a pas d'accord, il n'y a pas de consensus parmi les très grands spécialistes sur la définition de l'éthique. Donc il faut toujours se méfier de ces trucs-là, parce que pour la personne du commun, ça ne veut rien dire. En effet, parce que ça ne veut rien dire. Donc,
Donc, je vais essayer de le rappeler, mais qu'est-ce qu'on en a quand même dit? Et puis ensuite, en quoi peut consister l'éthique de l'IA? Alors, qu'est-ce que l'éthique? En fait, vous voyez, le premier problème, hein, l'éthique renvoie quand même bien à quelque chose qui est une valeur sociale. Il suffit de se promener sur LinkedIn, sur un forum numérique, pour s'apercevoir que, excusez-moi, je vais être un peu cash, ce sont ceux qui en font le moins qui en parlent le plus. N'est-ce pas? Donc, l'éthique relève évidemment d'une valeur sociale. C'est bien de dire qu'on en fait. Ce qui veut dire que l'apparence est très importante dans le monde social, bien entendu, c'est tout à fait normal et légitime, voilà, c'est comme ça, nous sommes des êtres sociaux. C'est aussi important de considérer qu'on est quelqu'un de bien, quoi, parce qu'on fait de l'éthique à l'intérieur de l'organisation. Et souvent d'ailleurs, il y a des efforts qui sont faits, très désordonnés, sans référence aux spécialistes que sont les juristes et les philosophes. Hein. Souvent il y a plus de juristes que de philosophes. Mais bon, il y a des efforts qui sont faits. Mais il faut se méfier quand même de cette appellation. Moi, je serais le premier à vous dire, à la fois faites attention d'entrer dans une organisation où les valeurs ne sont pas trop opposées aux vôtres sur le plan personnel, et en même temps, derrière les brochures, derrière la newsletter interne sur les grandes valeurs de la boîte, qu'est-ce qu'il y a, quoi? Que se passe-t-il en vérité? Donc méfiance, prudence. D'autre part, il faut redoubler de vigilance. De toute façon, aujourd'hui, l'éthique semble être partout. Donc, il y a des comités d'éthique dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, à l'armée, même dans les abattoirs. Il y a des comités de déontologie partout. Moi-même, qui ai essayé d'y échapper, je fais partie d'au moins un, même plusieurs, comités de déontologie, avec donc l'Institut national polytechnique de Grenoble. Je fais partie du comité de déontologie. Tu fais de l'éthique, tu vas dans le comité de déontologie. Bon, alors, si on avait le temps, on ferait un vote par boîtier, vous voyez, anonymisé. Hein, donc, est-ce une bonne ou une mauvaise chose? Alors, les optimistes parmi vous, ou les naïfs, c'est souvent les mêmes, hein, vont dire, en fait, c'est vrai, hélas, parole de spécialiste de Machiavel, hein, donc, ah bah ouais, c'est vachement bien, il y a de l'éthique maintenant. Et puis, les malpensants, dont malheureusement je suis, vont dire, le monde ne s'améliore pas pourtant. Donc, c'est peut-être mauvais signe aussi parce que ça prouve qu'il y a un trouble dans le genre, hein, comme disait Judith Butler, mais aussi un trouble partout, quoi. Anywhere, trouble anywhere. Voilà, il y a le fait que, par exemple, pourquoi il y a de l'éthique dans les abattoirs? C'est parce qu'on tue les bêtes qu'on va manger, et même on les élève n'importe comment. Mon grand-père qui m'a appris à tuer l'animal pour me nourrir, c'était dans la cour de la maison, faisait pas d'éthique. Mais parce qu'il avait des règles intégrées, axiologiques, des valeurs très fortes liées à son milieu culturel, plutôt d'origine catholique. Donc on ne tue pas comme ça, quoi. On s'excuse auprès de l'animal, comme faisaient les Amérindiens, ce que j'ai vu mon grand-père faire. S'excuser devant un lapin qu'il allait tuer quand même, qu'on allait manger. Aujourd'hui, il n'y a plus du tout ça. On ne sait même plus, quand on achète sa barquette, ce qu'il faut éviter de faire en général, on ne sait même plus d'où vient l'animal, ni même quelle partie de l'animal c'est. Donc du coup, il faut des comités d'éthique parce que les abattoirs sont devenus, si vous me passez cette expression, de véritables boucheries. Et aussi parce que l'élevage des animaux n'est plus du tout conforme à des traditions ancestrales. Bon, je prône pas le bon vieux temps, moi-même qui ai connu le développement exponentiel des hypermarchés, des boucheries en hypermarché. Il n'en demeure pas moins que c'est mauvais signe d'une certaine manière. Qu'il y ait un souci éthique, ça montre bien que les gens font n'importe quoi. Et tout ça est tiré, drivé, comme on ne dit pas en français, par des clients, des usagers, dont le consentement à payer valide la pratique, qui est une pratique basée sur une non-conscience de ce qu'on fait. Voilà, c'est le monde dans lequel on vit. Donc vous voyez, finalement, attention, l'éthique semble être partout et c'est pas une si bonne chose que ça au final, en fait. Ou alors, il va falloir s'y mettre vraiment. Alors, du coup, agir sans éthique, et donc, malheureusement, je crois, excusez-moi d'être catastrophiste, mais le lot commun. On va dire, mais comment c'est possible d'agir sans penser sa propre action? Puisque ça voudrait dire ça. Comment c'est possible? C'est possible dans ce cas-là avec un exemple qui est celui d'Eichmann dans Hannah Arendt, qui est mon autre auteur de référence, hein, Machiavel et Hannah Arendt, qui l'avait parfaitement compris d'ailleurs, une des seules à son époque. Arendt nous explique que Eichmann, qui n'est donc pas un dignitaire nazi, vous savez, un haut fonctionnaire qui s'occupait de la régulation de la SNCF allemande pendant la guerre. Alors lui, il dit, voilà, moi, mon travail, c'était régulateur en chef. Il fallait que les cheminots assemblent les trains, que les voies le matériel soit roulant, que les trains soient ensuite, ils livrent la marchandise qu'ils comprenaient, et ensuite ils reviennent.
Et tandis que vous, enfin en tout cas les Alliés, vous bombardiez les ennemis de mon pays, bombardaient le pays. Donc mon problème était bon. Moi, je suis fonctionnaire, haut fonctionnaire. Je ne sais pas ce qu'il y avait dans les trains. Prouvez-le que je ne le savais pas. Prouvez-le que j'aurais dû le savoir. Alors Arendt, comme vous le savez peut-être, assiste. Elle est envoyée comme envoyée spéciale à Jérusalem. Alors qu'elle n'est pas du tout reporter. Hein, elle est philosophe. Elle est envoyée à Jérusalem et elle dit, voilà, même si Eichmann ment, il faut faire comme si. La question éthique et politique, c'est faire comme si Eichmann ne mentait pas. En effet, en situation rationnelle, mal orientée, non réflexive, en situation de process hyper verrouillé, tout humain est potentiellement Eichmann. Le défi éthique posé par la rationalité gestionnaire systémique d'une organisation qui s'appelle ici l'État, autrefois l'État, aujourd'hui la firme, la compagnie, c'est agir sans penser sa propre action. Je suis un bon professionnel, je ne me pose pas de questions. Et je crois que l'augmentation de l'efficience des process numériques, informatiques, robotiques, augmente ce péril. Pas de souci, je ne vais pas interroger les valeurs, ni même la réalité. Le process, il est nickel. Les informaticiens l'ont garanti. Alors, tout ça a été amplifié, vous savez, il y a quelques années par Christophe Dejour, le sociologue du travail, qui avait été enquêté dans les grandes entreprises nationalisées, où il y avait des suicides à l'appel. Et il est allé voir, en sociologue du travail, les voisins de bureau des gens qui se suicidaient. Vous savez, par exemple, à Renault, au technocentre de Guyancourt, il y avait un endroit où les gens sautaient pour se défenestrer. Il est allé voir les voisins de bureaux des cadres qui faisaient ça, et il a son livre très très célèbre, hein, donc j'enfonce une porte ouverte, vous le connaissez probablement, a repris le concept arendtien de manière très très discutée à l'époque, hein, parce qu'il faut quand même le faire, hein, de prendre le concept qui concerne la Shoah pour parler des entreprises nationalisées quand même. Tout le monde avait dit, mais enfin c'est horrible de dire ça. Et la Shoah, c'est tout autre chose. Il l'avait reconnu d'ailleurs. Mais ce qu'il voulait dire, c'était qu'il avait constaté que les voisins de bureau disaient, bah non, moi j'ai pas vu de problème. Il avait sûrement des soucis dans sa famille. Donc c'est-à-dire que, en fait, la situation, la position d'Eichmann dans un système hyper processuel, hyper rationnel, hyper rassurant, et le risque dans lequel on tombe, et il est très tentant de ne pas poser la question du sens de son action. Vous voyez, ça ouvre une porte sur un truc qui arrive aujourd'hui et que le droit, pour lequel le droit ménage une place, c'est le lanceur d'alerte. Ce système doit absolument, pour être simplement conforme à la liberté humaine, il doit être susceptible d'autoriser ce délateur interne, ce délateur pour la bonne cause, qu'est le lanceur d'alerte. Alors vous allez me dire, mais où va-t-on? Vous n'êtes pas obligé de faire de l'éthique, ce que je vous ai dit. Hein. Tout est fait pour que vous n'en fassiez pas d'ailleurs. Mais l'éthique est à ce prix-là. Alors, ce qui est bien que revendiquer une approche éthique, c'est assumer l'ambition d'être normatif, c'est-à-dire émettre des jugements de valeur. Ce que personne ne vous demande jamais. Hein. Émettre des jugements de valeur sur les valeurs suprêmes, qu'est-ce qu'il est bon, juste et bien de faire. Alors, j'ai mis un petit visuel, vous voyez, aimable, pour dire, bon, c'est l'orage, quoi, l'orage interne. Cet orage interne qui dit, mais est-ce que ce que je suis en train de faire là, est-ce que c'est bien ou c'est pas bien? C'est des moments désagréables. Moments désagréables qui sont tout de même, je le rappelle, rendus supportables par le réel. Le réel nous rend cela supportable parce qu'en réalité, on se pose rarement la question. On est rarement dans la solitude de la personne à qui arrive une crise éthique. Et en un sens, tant mieux parce que c'est très pénible, quoi. Parce qu'en fait, il y a des systèmes sociaux. Moi, j'intègre ça dans ma réflexion. Ces systèmes sociaux, ils sont bien connus. Hein. Ce sont les normes, règlements et prescriptions de l'entreprise ou de l'institution, la loi, qui nous donne une sorte de guide. De toute façon, si c'est licite, après tout, si la loi l'autorise, elle-même, elle est discutée au Parlement, dans un État démocratique. La déontologie d'une profession. Moi qui vous parle, je ne peux pas faire n'importe quoi, parce que je suis enseignant-chercheur. Et l'homme que vous voyez n'est pas simplement un universitaire grenoblois bel et bien vivant, c'est quelqu'un qui porte une toge et qui s'inscrit dans un mouvement universitaire qui, pour ma contrée, sachez que l'université de Grenoble est très ancienne, date de 1339. Quand je vous parle, c'est l'ensemble de ma corporation qui est née en 1339. Et moi, je suis philosophe. Alors quand je vous parle, excusez-moi, c'est pas moi qui parle, c'est Socrate. Vous voyez,
en quelque sorte, la normativité déontologique va très très loin. Elle fait qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. C'est déjà de l'éthique pour moi, ça. Et croyons l'informaticien qui nous dit « je vais m'engager, j'ai très sensible à ça, merci vous, merci ». L'informaticien veut bien faire. Voilà, c'est une super nouvelle quand même. On pourrait tomber sur une bande de cyniques qui disent bon, « on s'en fout complètement ». Et il y a eu cette hypothèse à un moment donné, non mais ils vendent, ils fourguent, les boîtes elles prennent. Pourquoi ils se poseraient des questions sur les jeux de données? Bon, donc, mais il y a un peu d'espoir quand même. Donc, du coup, bien entendu, moi j'inclus les religions dans la dimension éthique. Ça peut surprendre. Ouais, non, moi je pense que quiconque regarde une religion un peu sérieusement, j'ai étudié les religions, de manière, enfin, pas que les monothéismes, c'est bourré de règles éthiques, hein, donc, et tant mieux, quoi, c'est très intéressant. Voilà, puis enfin l'éthique au sens philosophique, hein, mais auquel peu accèdent, faut bien reconnaître, hein, parce qu'il faut du savoir et pas mal de conscience, quoi. Donc, mais bon, vous voyez, finalement, l'éthique, on peut facilement dire qu'elle est partout et qu'on peut en faire réellement, en effet. Alors du coup, voilà, donc l'éthique, c'est toujours coordonné, je reviens en arrière, c'est toujours coordonner un sens et des règles, hein, voilà. Voilà, c'est simplement avoir un sens, celui qu'on choisit pour soi, par référence à sa culture, sa communauté ou sa propre pensée, et puis des règles qui en découlent. C'est juste ça, faire de l'éthique. Simplement, là où ça devient très riche, c'est qu'il y a des formes différentes du raisonnement éthique. En fait, la plupart du temps, ce que j'appelle les familles de l'éthique, hein, la plupart du temps, en fait, on connaît les deux premières. La première, c'est l'éthique du devoir, le déontisme ou déontologisme. Je préfère dire déontisme par rapport à la déontologie, qui n'a rien à voir. C'est le fait, comme disait Kant, le philosophe allemand du XVIIIe siècle, le fait de dire, voilà, qu'est-ce que je vais choisir de faire en mon âme et conscience. Donc c'est l'épreuve de la radicale solitude du jugement éthique. Alors, la plupart du temps, en fait, ce qu'on entend par éthique, notamment dans les métiers scientifiques et technologiques, notamment les informaticiens, les ingénieurs en informatique et en robotique, c'est l'utilitarisme qui repose sur un calcul coût-bénéfice, une optimisation. C'est très performant. Ça permet de prendre des décisions de manière pragmatique. Il y a plusieurs défauts, beaucoup attestés par la littérature de théorie morale. En philosophie, on parle et en droit de théorie morale pour désigner toute la littérature qui travaille les arguments. Et il y en a des bibliothèques entières qui a reconnu, qui a remarqué certains défauts assez graves de l'utilitarisme, notamment son caractère sacrificiel. Ce qui signifie que si quelque chose nous semble bon à la majorité d'entre nous, ce qui semble mauvais, et parfois même très mauvais avec des justifications, à une minorité, même une minorité relative, va ne pas être entendu. Le problème de l'utilitarisme s'est posé dans le contexte capitaliste quand certaines firmes ont été, après enquête, dénoncées comme faisant travailler des enfants à l'autre bout du monde. Ce qui fait que les usagers ne savaient pas qu'ils achetaient des chaussures fabriquées par des petits-enfants dans certains pays défavorisés qui auraient dû être à l'école dans un pays développé. En fait, ils auraient pu le savoir, mais ils n'ont pas voulu le savoir. Donc, pour l'utilitarisme, c'est pas mal. C'est même bon puisque les consommateurs choisissent. On voit bien que le problème de l'utilitarisme, c'est que les choix ne sont pas faits en conscience souvent, et c'est la morale du consommateur qui en manque quand même singulièrement. Donc vous voyez, les choix de valeur effectués sous raisonnement utilitariste sont souvent pragmatiques, efficaces et terriblement superficiels. D'où, tu as reconnu, hein, Sophie, le mantra de la chaire, c'est « Ok, vous voulez faire de l'éthique, attention, il y en a d'autres, il y a quatre formes. » Il y a 4 formes, et l'évaluation éthique complète, c'est donner une évaluation selon les 4 formes de raisonnement. On va dire, mais alors, il y a plusieurs possibilités. Ben oui, vous allez devoir choisir. Et vous allez devoir justifier votre choix vis-à-vis de vos prescripteurs, de vos financiers, de vos usagers. Mais vous voulez faire de l'éthique ou pas? Donc, figurez-vous que, comme je l'ai dit, la théorie morale regorge de théories et de standards. Prenons par exemple, vous voyez, la canopée, là il y a Aristote, hein, Aristote, éthique des vertus, d'une puissance incroyable. Voilà, tout à fait laïque, profane, pas du tout religieux. Enfin, l'éthique des vertus n'est pas seulement quelque chose de théologique. C'est pas seulement le christianisme étroit, parfois. Prenons l'exemple que j'ai visualisé avec la canopée. Pourquoi? Parce qu'évidemment, une des éthiques axiologiques basées sur une valeur suprême d'aujourd'hui, c'est l'ensemble des écoles écologiques.
Une évaluation utilitariste basée sur le calcul coût-bénéfice proposé par John Stuart Mill va se trouver souvent violemment opposée à une évaluation menée, ainsi que vous allez le voir, par un axiologisme écologique, une valeur supérieure qu'est la nature, surtout radicale. Donc on va avoir un conflit de valeurs. Et bien voilà, on fera de l'éthique si on a un conflit de valeurs. L'éthique ne consiste pas stricto sensu à avoir des solutions, mais à se trouver en situation de choisir entre plusieurs solutions, de manière parfois très tendue. C'est mieux en le disant. Alors évidemment, personne n'en veut. Ça fait perdre du temps pour le marché. Alors du coup, ce n'est pas une provocation, hein, je suis sérieux. Hein. Alors à cela, il faut ajouter quand même un petit rappel sur des choses qui ont complètement tout révolutionné. D'abord le care. Le care. L'éthique de la sollicitude, qui met, on peut dire, mais attends, c'est un axiologisme. La valeur supérieure, c'est la relation à l'autre. On peut dire que c'est un arhétaïsme. La vertu supérieure, c'est le respect de la vulnérabilité. Oui, il n'en demeure pas moins qu'elle fait introduire la question du genre. Alors, je vous rappelle, hein, Carol Gilligan était l'assistante d'un certain Lawrence Kohlberg, très grand professeur de psychologie sociale, qui avait développé un truc qui s'appelle les stades du développement moral. Et une expérience de référence faisait que les petites filles à un taux assez élevé ne condamnaient pas, dans un cas posé en psychologie, hein, avec une batterie de tests, ne condamnaient pas la maman qui avait volé pour ses enfants. Tandis que les petits garçons la condamnaient puisqu'elle avait volé. Il fallait la punir. Ce brave Lawrence Kohlberg, très grand collègue, mais bon, en concluait que, il y a 4 femmes devant moi, je vais me faire... il en concluait que, c'était un homme, bon, peut-être il avait une circonstance atténuante ou aggravante, qu'en fait, les filles étaient en retard dans leur développement moral. Alors Carol Gilligan, qui était son assistante, il faut toujours se méfier des assistants, a dit, non mais, Laurence, mais t'es complètement à côté de la plaque. En fait, c'est peut-être qu'elles sont en avance et qu'elles ont une éthique, elles. Donc vous voyez, ça a introduit le care, ça a introduit une révolution éthique en introduisant des variables sociales dans quelque chose qu'on considérait comme rationnel. La variable de genre est plus qu'une variable en fait. Elle peut déterminer un contresens sur l'éthique. On peut se croire parfaitement éthique dans des process et être un monstre sur le plan relationnel. Moi j'en connais. Hein. De tous âges, hein. Je ne sais pas si ça doit me rassurer, mais voilà. Donc du coup... voilà. Alors, autre évolution, bien sûr, j'ai évoqué les écologismes. Alors, le problème, voilà, c'est que ça commence bien, si j'ose dire, avec ce brave Ancionas, théologien protestant, qui dit, voilà, il faut en réalité faire attention à ce qu'on fait, il y a des catastrophes technologiques, etc. Alors, je dis qu'il est brave parce qu'il n'apporte pas grand-chose, Ancionas. Le principe responsabilité reste kantien, finalement. Une sorte de réflexion sur le devoir, quoi. Sauf que derrière, comme vous le savez, sont apparues d'autres écoles. C'est au même moment, en fait, hein, dans les années 70, mais dans d'autres, pas en Europe, quoi, aux USA, en Nouvelle-Zélande, en Australie, apparaissent des courants avec des tas de théories variées. Hein, au sein de ces courants, on travaille à très grands traits, là. Hein. Je ne fais que rappeler des choses élémentaires. Si vous suivez un cours d'éthique dans un département de philosophie, hein, c'est très élémentaire. Bah, vous verrez apparaître le biocentrisme. Tous les vivants ont le droit de revendiquer des droits. Alors du coup, ça donne quoi sur le plan de l'éthique de l'IA? Ça va se trouver très fortement en opposition avec la fâcheuse tendance de notre espèce, une espèce vivante parmi tant d'autres, à mettre des trucs qui pompent toutes les ressources partout. Vous voyez? Pareil, l'écocentrisme, qui est le fait de maintenant tous les êtres naturels peuvent revendiquer des droits. Pour des raisons alors, à la fois philosophiques et spirituelles, il y a un fleuve néo-zélandais qui a des droits juridiques. Et de plus en plus, on en parle chez nous, avec notamment l'appel du Rhône et le Parlement du Rhône, qui veut doter le fleuve, le Rhône, d'une personnalité juridique. Voilà. Quelque chose de profondément bouleversant sur le plan du droit, mais aussi de l'éthique, et notamment l'éthique des technologies dont nous nous occupons. Pour finir, la deep ecology, totalement radicale. Moi, j'étais sensible, étant très, très sensible à la deep ecology, puisque je suis grenoblois et je vais marcher en montagne, quoi. Lui, c'était un Norvégien qui faisait de la randonnée en glacier, hein, quand même, en très haut niveau. Il y allait sans crampons ni rien. Il était écolo, quoi. Hein, il a dit, voilà, il faut arrêter avec le high-tech. Donc, on doit pouvoir le faire sans matériel. Bon, vous avez autour de vous des forêts, c'est bourré d'animaux, sans aucun doute. Il paraît que tu as rencontré un sanglier, voilà, hier encore. Voilà. Donc, ici même, quelle belle rencontre. C'est bourré de calanques, de massifs calcaires.
Donc vous voyez, la deep ecology doit nous... Enfin, je pense qu'il y a des cours qui se font en allant marcher dans les calanques, j'imagine, ici. Bah, ça devrait, en tout cas. Hein. Voilà. L'écologie, l'éthique écologique n'est rien d'autre que le fait d'accepter son environnement comme un vivant parmi les autres. On est très très loin vraiment du kantisme qui centre, et de l'utilitarisme à plus forte raison, qui centre l'éthique sur le sujet. On en est très très loin, vous voyez. Donc voilà, tout ça nous bouleverse. On se dit, ah ouais, quand même, quoi. Ah ouais, si on est un tout petit peu lucide sur ce qu'est l'éthique et la variété des théories morales, on se dit, ah ouais, il y a de quoi faire, quoi. Il y a du haut niveau. Donc du coup, bah voilà. Bah, je sais pas, moi. C'est la question qui m'est adressée dans la chaire. Je suis censé diriger un collectif sur ces questions. Moi, ce que je vois, c'est que ce n'est pas du tout évident. Non, pas seulement du fait de ce que j'ai dit au début sur le caractère effarant de l'écart entre la conscience des problèmes et la réalité systémique du déploiement des algorithmes, pas seulement non plus du fait de la puissance des théories morales, qui peut constituer même un handicap, parce qu'il y a un coût d'entrée. Ce n'est pas du tout évident parce que, en fait, la question c'est, si vous voulez, la visée. Qu'est-ce qu'on veut pour ce nouveau système technique global? Qu'est-ce qu'on veut exactement? Je n'ai pas la réponse. D'ailleurs, personne ne l'a, il me semble. Même Elon Musk ne l'a pas. Et il développe ses affaires, lui. Alors, il se trouve qu'il les développe à un niveau remarquable d'inventivité, de réussite. Mais il a lui-même, personne ne sait, quoi. Le navire est sans maître sur le plan éthique. Du coup, il est d'autant plus sans maître que moi, je m'intéresse beaucoup aux questions aéronautiques, par amour pour la technique. Des lanceurs d'alerte qui n'en sont pas vraiment, qui sont des spécialistes d'aéronautique ou de sociologie des métiers, nous disent bah, il est en train de se passer quelque chose d'assez inquiétant. C'est que l'esprit d'innovation, qui est un esprit qui nous est cher en école enfin, moi, je dirige des masters management de l'innovation. Vous êtes ici dans une ESC, les ingénieurs aussi. Nous aimons l'innovation comme... si vous voulez, cette tentative du prince machiavélien d'aujourd'hui, capable par sa virtu d'égaler la fortuna. C'est ça qui m'intéresse, moi, en tant que spécialiste de Machiavel. Or, on n'est plus là. On n'est plus là. Ce que dit Romain Croès, qui est un instructeur aéronautique très capé, vous voyez, quelqu'un qui a commencé à, si vous connaissez les avions, il a appris à voler sur les DC-3, sur les Dakota, avions qu'on réparait avec du fil de fer, quoi. Il a appris à voler là-dessus, il est devenu instructeur. Et puis là, il est très vieux, il dit voilà, il s'intéresse au scandale du Boeing 737 MAX. 2 crashs, 600 morts. Des gens comme vous et moi, hein, qui prenaient juste l'avion. Hein. Quelle est la réalité du Boeing 737 MAX? Eh bien, Boeing veut créer un vecteur moins gourmand, ce qui est légitime du point de vue notamment financier, mais aussi écologique, avec évidemment des turbines qui consomment moins. Le problème, c'est qu'elles sont plus grosses et plus lourdes. Le Boeing 737 se voit donc pourvu de 2 nacelles qui le déséquilibrent. Alors, donc, évidemment, dans le solutionnisme technologique dominant, on fait appel aux informaticiens qui ne se dérobent pas et qui disent non, non, mais on va créer un système d'IA qu'on va implémenter et le pilote ne se rendra même pas compte que l'avion décroche. On ne prévient pas les pilotes, ni les membres d'équipage qui ne savent pas ce qui se passe, ni, évidemment, on ne va pas prévenir l'usager quand même. Ça va créer un mouvement de panique qui n'est pas favorable aux actions de la compagnie. Donc du coup, tout marche bien, l'informaticien s'engage, il dit non, mais ça va marcher. Sauf que les pilotes sont très, très, très sensibles sur leur monture. C'est des gens qui aiment piloter et qui observent que l'avion n'a pas la réaction habituelle. Ils ont bien vu qu'il y avait des nacelles plus grosses, mais ça avait l'air de tenir jusqu'à une certaine altitude et à un certain moment, l'avion décroche. Donc ils tirent sur le manche. En fait, le logiciel sur lequel on ne les a pas formés, le système d'IA plutôt, sur lequel on ne les a pas formés, compense ça par des réactions aberrantes. Et ça donne 600 morts. Et alors, en fait, l'enquête montre qu'en fait, pourquoi il y a eu ces accidents? Parce que les compagnies n'ont pas dépensé l'argent nécessaire pour former les pilotes au nouveau système d'algorithmes. On va dire, ce n'est pas la faute des informaticiens. Non, c'est ce que je vous dis. Ils travaillent très bien, ces gens-là. C'est de la faute du système qui fait que, bah ouais, non mais enfin, bon, on peut faire confiance, quoi. La fiabilité technique passe pour de la confiance. C'est pas du tout pareil. Alors pareil pour chose pas très rassurante, hein, dans la peau d'un pilote de chasse. C'est vraiment 2 très bons livres qui se lisent très bien pour des gens comme vous, très habitués à des choses plus compliquées. Là, c'est le recueil de sociologues du travail qui s'intéressent au spleen des pilotes de chasse sur les Rafales, qu'on voit l'avion d'assaut Rafale.
En fait, il n'y a pas besoin de le piloter, en fait. C'est quasiment une IA déjà, quoi. Ce qui pose des tas de problèmes du point de vue, évidemment, de ce qu'il est censé faire, c'est-à-dire la défense anti-aérienne ou la défense aérienne, quoi. Voilà. Donc le problème, c'est déjà ça, vous voyez. L'IA et le numérique mettent en péril un des bastions éminents de la liberté humaine, à savoir l'innovation. Donc c'est une situation difficile qui est confirmée par les deux grandes informaticiennes en chef que sont Cathy O'Neil et Kate Crawford, deux très grands noms, informaticiennes et femmes profondément originales et libres, qui lancent l'alarme sur le fait que l'interaction entre les algorithmes et les contextes sociaux est tellement pas pensée qu'en fait les biais sont démultipliés. Ces biais sociaux, qu'il y a toujours des biais dans la société, évidemment, enfin, voilà, elle n'est pas éthique, eh bien, sont littéralement démultipliés par un système global dont on peut penser le plus grand bien, sauf qu'il est largement aveugle, si on ne fait pas des efforts considérables en conscience, comme vous avez montré qu'on pouvait les faire. Hein, voilà. Alors, du coup, à cela s'ajoute quand même cette petite bizarrerie particulière de notre système, qui, comme le montre la sociologue Shoshana Zuboff, montre que le système il a été plugué sur une réalité capitaliste violente, qui fait que de toute façon, le système numérique est fait pour valoriser des données. C'est d'autant mieux si la personne ne s'en rend pas compte, quoi, si l'usager final ne s'en rend pas compte. Dans un système où le freemium fait croire aux gens, enfin, leur masque la réalité plutôt, c'est que, comment c'est la formule, si c'est gratuit, c'est toi le produit. Voilà. Donc, de toute façon, tous ceux qui ont, depuis ce matin, émis des données, moi le premier, hein, nourrissent un système qui se moque bien de nos avis. Voilà, donc bon, tout ça, vous voyez, fait que, qu'est-ce que ça veut dire de se poser la question de l'éthique de l'IA dans un tel monde? Qu'est-ce que ça veut dire? On va dire, tant que ça se passe bien, professeur Ménissier, tout va bien. D'accord. Mais ça, ce n'est pas une réponse éthique. Ça n'améliore pas le monde, cette réponse. Alors, quand même, bon, cela dit, il y a quand même des gens qui travaillent. Pour moi, il y a 4 formes d'éthique de l'IA actuellement, et croyez-moi, j'arrive pas à suivre en termes de publication. Mes alertes donc, sur les meilleurs moteurs de recherche, qui me tracent entre parenthèses, eh bien, m'indiquent que tous les jours, il y a des articles en éthique de l'IA partout dans le monde. Les spécialistes d'informatique hein, ne sont pas les derniers, hein, puisque la computer ethics, c'est l'éthique du code, l'éthique donc d'écriture du code, où il y a vraiment ce qu'on a dit depuis ce matin, vraiment des gens qui font attention à ce qu'ils font. L'éthique robotique elle-même, jusqu'à ses formes extrêmes, de doter des artefacts d'une intelligence éthique, n'est pas en reste. Elle est un peu moins développée, mais elle est forte. L'éthique digitale fait que, de toute façon, sous l'effet de l'importance du numérique, réseau et plateforme confondus, les gens quand même commencent à se rendre compte qu'il peut y avoir un certain nombre de problèmes. Donc, on voit que l'éthique digitale, elle est elle-même très, très particulière. Ce n'est pas du tout la même que les autres. Elle n'est pas exactement aussi, par exemple, utilitariste. Elle est même assez déontologique et même axiologique. Elle fait attention aux valeurs, donc, tandis que la computer ethics, c'est plus utilitariste. Et puis, enfin, évidemment, moi j'aime bien créer des choses. Il y a un truc que j'essaie d'inventer, qui existe déjà, mais avec les collègues, on essaie de lui donner une forme, ce que j'ai appelé en anglais UX, EI Ethics. Ça jette, hein. Alors, UX, c'est-à-dire User Experience, c'est-à-dire designer avec les usagers des algorithmes qui seraient non nocifs, voire mélioratifs. Alors, donc, on a tout un chantier là-dessus, notamment, évidemment, le domaine où ça s'impose, c'est le domaine biomédical. Le domaine où ça s'impose de co-designer avec les usagers ou les clients des solutions quelque chose d'important, c'est évidemment lorsque on va plugger dans la personne des implants. Prenons une étude qu'on est en train de faire sur cette population très particulière des grands insuffisants cardiaques. Des personnes qui peuvent mourir en une fraction de seconde, ils passent la porte, ils meurent. Il y a des gens comme ça, leur cœur peut lâcher. Donc évidemment, si on leur implante 2-3 choses originales, par exemple un défibrillateur automatique. On avait l'autre jour un cas, enfin, ma collègue avec qui je travaille là-dessus me dit, ben voilà, j'ai eu un témoignage bouleversant, d'ailleurs d'un ancien médecin, qui a été réveillé l'autre jour en pleine nuit par le défibrillateur. Il dormait, son cœur s'est arrêté. Le défibrillateur a fait son boulot.
ploum, il lui a mis un coup d'électricité. Le mec disait, voilà, est réveillé par un défibrillateur, quoi, vous vous rendez compte? Il dit, il m'a sauvé la vie. Alors, il importe, évidemment, c'est des cas extrêmes, mais vous comprenez, c'est vrai pour toutes les maladies chroniques, par exemple. Et notamment en termes de prévention. Le transhumanisme, post-humanisme, finalement, devient quelque chose pour des humains de vos générations qui seront très vraisemblablement améliorés, puisqu'on comprend de mieux en mieux à longue distance, bien avant qu'elles n'apparaissent, les maladies chroniques. Bah, vous allez être monitorés, vous allez être plugués. Moi, j'ai aucun souci avec ça. Il importe que ce ne soit pas que de l'utilitarisme, la forme d'éthique, parce que dans ce cas-là, c'est les firmes qui vont prendre le pouvoir. Est-ce que vous avez vu ce film qui s'appelle Repo Man? C'est un film de science-fiction qui a une dizaine d'années avec Jude Law et Forest Whitaker, qui s'appelle en anglais, en canadien, Les Repreneurs. Repo Man en français, sorti comme ça en France. Et ce Repo Man, c'est une histoire extraordinaire qui montre, qui est très logique à mon avis. Il y a des gens qui viennent reprendre les implants connectés des personnes qui ne peuvent plus payer le crédit. On y va tout droit. Si on a une forme de raisonnement uniquement utilitariste, la personne ne peut pas payer, c'est comme une voiture, on la reprend. Sauf qu'il s'agit de son défibrillateur. Je crois qu'on n'est pas loin de la réalité si on n'a pas un effort supérieur en termes de co-conception, un co-design avec les usagers sur toute la chaîne de valeur et de sens. Voilà, donc du coup, je ne vais pas plus détailler puisque le temps passe. Hein. Oui, voilà, je vais m'arrêter là. Donc voilà, on aurait pu parler de tout ça, notamment d'un serment pour les informaticiens. Voilà, donc je fais souvent voilà, ça existe. Hein, il y a un serment pour les informaticiens. Alberton Turing, Margaret Alberton était une des programmatistes de l'ENIAC. Voilà. Et évidemment, Alan Turing, il y a un serment qui a été inspiré de ces deux grands personnages, un serment des informaticiens que volontiers j'essaie de faire prêter aux élèves ingénieurs de Grenoble. Alors, il y a 50% qui disent ouais, c'est intéressant parce que je veux m'engager, c'est qu'un serment, mais je veux m'engager à ce que je construis soit non seulement efficace, mais éthiquement pertinent. Et l'autre moitié, excusez-moi, je m'adresse à la droite, c'est une latérisation fâcheuse, qui dit « Ah mais il n'est pas question. Vous dites, c'est pas question. Moi je suis informaticien, pas du tout pour faire de l'éthique, mais pour gagner de l'argent. » Pas d'avis. Moi j'ai pas d'avis dans ce monde-ci, c'est une détermination logique. Simplement vous voyez, en gros 50% déclarativement formulés tous les ans dans des amphis à peu près de ce nombre d'ingénieurs, d'élèves ingénieurs en informatique, disent ouais, non, mais non. Alors, faut-il le rendre obligatoire? C'est une vraie question. Alors du coup, il y a quand même des ingénieurs qui font ça. Alors c'est pas le Seigneur des Anneaux, hein. Bien que c'est la Société des 7 gardiens, donc ça fait penser à des nains qui garderaient des anneaux. En fait, au Canada, il y a une prestation de serment pour les ingénieurs. Alors voilà, donc vous pouvez aller voir sur ironring.k. On peut s'offrir cette prestation, on n'est pas obligé, mais on peut se l'offrir et ça conditionne l'accès à des marchés quand vous êtes assermenté. Pourquoi l'anneau de fer martelé? Parce qu'il y avait un pont qui était tombé avec des morts. On a pris le pont, l'acier du pont, et on a fait 100 anneaux dedans, les 100 premiers anneaux, en disant « Nous, vivants, nous prêtons le serment avec l'anneau qu'on met au doigt, que plus jamais un pont que nous fabriquerons ne s'écroulera. » C'est canadien, c'est gens sérieux. Alors du coup, voilà, pour l'éthique artificielle, moi j'aurais tendance à dire qu'il faut tout reprendre. Parce que, en fait, vous savez, la fameuse histoire là, du MIT Moral Machine, c'est-à-dire le véhicule autonome qui sait qu'il doit écraser. Mais tout ça, ça n'a jamais existé en théorie éthique. C'est un gigantesque biais. C'est de l'humour anglais. Ça a été dénoncé depuis que ça existe comme de l'humour anglais. Enfin, c'est de l'humour, comme toujours, morbide chez les Anglais. Voilà, en plus, les contextes culturels dans l'expérience de référence, ensuite dans l'article de Nature, sont pour un éthicien qui fait de l'ethnologie, de l'anthropologie comme moi, ils n'ont juste pas compris ce que c'est que l'éthique culturellement située. Alors du coup, il faut tout reprendre, parce que les cas d'usage du conséquentialisme, vous savez, quand vous écrasez plutôt une personne que 5, que 4 ou 5, quand vous jetez sur la voie un gros,
C'est de l'humour anglais. Hein. Voilà. Bon. C'est un peu intéressant, mais c'est anti-éthique. Parce que c'est létal, il y a toujours quelqu'un qui est mort. Donc il faut faire autrement, il faut vraiment faire autrement, il faut arrêter avec l'humour anglais, enfin en général. Quoi. Ils sont sortis de l'Europe, bon, ça c'est fini. Donc du coup, surtout que, je termine là-dessus, le défi spécifique de l'IA, nous l'avons vu. Un signal faible, qui ne m'a pas échappé à moi, nous est apparu en 2016, avec cette personne, ce compte Twitter. Hein? En fait, ce n'était pas une personne, c'était un être créé par Microsoft, et c'était Tay, qui, vous vous souvenez, au bout de 24 heures, le chatbot est devenu sexiste, raciste, antisémite, complotiste. 24 heures, voilà, d'insertion. Voilà, donc du coup, la question, c'est comment éduquer ces gens-là, quoi. Comment éduquer des êtres artificiels à HPI, quoi. C'est la question. Et il se trouve que Rousseau a écrit l'Émile. Reprendre Émile, et puis ça va être fini, voilà. Donc, faut arrêter avec les robots aussi. Favoriser le co-design, ce que je vous ai dit. Faire face au plus grand défi éthique qui est celui de l'environnement, en créant, je termine là-dessus, donc ce que je vais essayer de contribuer à créer avec des collègues, l'éthique environnementale de l'IA. L'éthique environnementale de l'IA, en privilégiant probablement la venue de parties prenantes qu'on n'associe pas souvent au développement informatique, comme les grandes agences pour le climat, par exemple. Voilà. Donc, voilà, l'éthique de l'IA n'existe pas encore. C'est un défi pour vos générations. Les sociétés algorithmiques sont sommées de le faire, sinon il va y avoir des catastrophes majeures. On n'a pour autant jamais demandé autant d'efforts éthiques à aucun système technique. Par exemple, même ceux qui sont très sensibles ou dangereux. Il n'y a pas d'éthique de l'énergie nucléaire. Par exemple. Donc tout va bien, finalement. On est tous conscients de la difficulté. Il y a des concepts qui émergent, qui reviennent, comme celle de la convivialité illichienne. De toute façon, nous n'avons pas le choix. Vous vous souvenez donc ce personnage qui apparaît, c'est le deuxième joueur mondial de Go en 2016, qui a été battu et qui a décidé de prendre sa retraite. Oh mon garçon, t'es battu par la machine, tu prends la retraite. Bah quoi? Vous croyez qu'on peut prendre notre retraite, nous? On n'a pas le choix. On ne peut pas prendre notre retraite. On ne peut pas dire, ouais, non, l'algorithme, il s'est mal comporté, je prends ma retraite. Alors, tout va bien, parce que, vous voyez, avant, il y avait eu Kasparov et Deep Blue, et vous vous souvenez, je terminerai là-dessus, comment Kasparov avait été battu. Il a été battu pour des raisons émotionnelles. On l'a su longtemps après. C'est un bug de Deep Blue qui s'est arrêté, qui a redémarré, qui a produit le coup incompréhensible par le plus grand champion d'échecs de 1997, champion du monde, Kasparov, qui dit « je ne comprends pas, j'abandonne, donc je perds le match ». Mais c'était émotionnel. Donc, après cette présentation extrêmement émotionnelle, un peu moins d'émotionnel, mais soyons vigilants sur ce qui nous arrive, des systèmes d'IA qui sont déployés et vis-à-vis desquels nos camarades informaticiennes vont nous aider à les rendre plus clairs. Merci.